Faut-il rappeler que l'Europe du XVe siècle sortait d'une guerre fratricide de 100 ans et se remettait à peine de la peste noire dont les deux facteurs combinés avaient provoqué la quasi-disparition de l'Europe, avec une population décimée et une économie exsangue. C'est ainsi qu'in extremis, l'Europe décimée allait survivre et renaître de ses cendres en se livrant à la traite négrière et à l'esclavage des Noirs. Mais pendant quasiment 4 siècles et de façon ininterrompue depuis la guerre des 100 ans, l'Europe allait se livrer des guerres fratricides et meurtrières. Parmi ces guerres européennes, nous allons nous appesantir sur une, la guerre des 30 ans. Et pourquoi particulièrement la guerre des 30 ans? Tout simplement parce que c'est elle qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les relations internationales basées sur le droit international. En effet, à la fin de la guerre des 30 ans, les Européens ont trouvé un certain nombre d'arrangements au conflit qui se sont résumés à travers les traités de Westphalie. Ce qui veut dire que le droit international qui en découle et les relations internationales qui en émanent ne concernent en rien les Africains puisque c'est la résolution d'un conflit européen. Les préoccupations africaines ne sont donc et n'ont jamais été prises en compte dans ces traités. En clair, les Africains ne font que subir depuis des siècles maintenant une réalité juridique qui leur est imposée comme étant universelle et qui pourtant ne correspond en rien à leur réalité historique et sociétale. Et ne venez surtout pas nous dire, comme certaines intelligences sont promptes à le faire, que le droit est international et que le problème ne se poserait pas. Ce qui est archi faux, puisque le droit n'est que l'émanation d'une réalité contextuelle en vue de la résolution de problématiques spécifiques liées à un environnement donné. Prenez par exemple la carte du monde, celle qui est la plus utilisée et qui a été conçue par Mercator, cet explorateur européen de la fin du XVe siècle. Cette carte montre à suffisance la supercherie et le mensonge à l'occidental. Quasiment tout a été faussé dans cette carte et, croyez-moi, à dessein, à des fins géopolitiques et géostratégiques. Vous vous rendrez compte, premièrement, qu'ils ont donné une orientation à la carte du monde. L'Afrique est le continent le plus en bas, c'est-à-dire le plus au sud, tandis que l'Europe et les Amériques se trouvent au-dessus. Ça peut vous paraître anodin, mais en géostratégie, tout élément compte. Puisqu'une Afrique en bas suggère de façon subliminale une certaine infériorité au reste du monde. Mais c'est d'autant plus malsain et calculé qu'il a été prouvé depuis le temps que la Terre est une sphère. Mais si la Terre est une sphère, comment se fait-il qu'il y ait un envers et un endroit? Qui décide de ce qui est au-dessus de ce qui est en bas lorsqu'il s'agit d'un cercle ou d'une sphère? C'est pour cette raison que, de façon contestataire et même révolutionnaire, nous avons choisi de nous représenter l'Afrique telle que nous l'entendions, c'est-à-dire l'Afrique au-dessus et le reste du monde en bas. Ce qui est somme toute beaucoup plus raisonnable et intellectuellement honnête quand on se souvient que l'Afrique est à l'origine de l'humanité et la source de toutes les sciences et connaissances. La prédominance en termes de positionnement géographique ne peut donc que revenir et de plein droit à l'Afrique. L'origine de la vie sur Terre est par conséquent la mère de toutes les civilisations. Il est donc totalement inadmissible que d'autres viennent nous dicter l'ordre naturel des choses quand on sait que nous, Africains, sommes les précurseurs de tout. Mais la supercherie au niveau de la carte du monde ne s'arrête pas là. Quand vous l'observez, l'une des premières choses dont vous vous rendez compte, c'est que le continent africain est anormalement petit. Je vous rappelle quand même, pour bien marquer cette incongruité visuelle, fomentée par une malhonnêteté intellectuelle manifeste, que l'Afrique, avec ses plus de 30 millions de kilomètres carrés, peut englober toute la Chine, tous les États-Unis, toute l'Europe et il restera encore de la place pour quelques pays. Une autre ineptie, ce sont les concepts et agrégats de ces organisations internationales qui en réalité sont des officines au service des intérêts occidentaux. Tenez par exemple, la Banque mondiale nous parle de la notion de pauvreté et elle nous explique qu'une personne pauvre, c'est celle qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Mais c'est un raisonnement totalement stupide vu de la réalité socio-économique africaine. Dans les pays d'Afrique subsaharienne, plus de 60% de la population est rurale. Et donc la réalité socio-économique est tout autre pour l'écrasante majorité des populations d'Afrique subsaharienne. Puisqu'elles n'ont pas besoin pour exister et même pour leur bien-être de faire forcément partie du circuit économique formel. Et en termes de modèle économique, elles ont leur propre système interne. Croyez-moi, les populations rurales en Afrique vivent beaucoup plus décemment que plusieurs citadins qui ont un salaire à la fin du mois. Elles n'ont donc pas besoin d'avoir plus de 2 dollars par jour pour être heureuses. Ça, c'est une fiction économique occidentale qu'on impose à l'Afrique depuis trop longtemps et qui pourtant ne reflète en rien la réalité.
Et c'est précisément sur ces données erronées que la Banque mondiale et d'autres officines occidentales se basent pour faire leurs analyses et déduire leurs statistiques pour dire que l'Afrique est pauvre. Pareil pour des agrégats tels que le PIB, le produit intérieur brut. On nous dit que le PIB représente l'ensemble des richesses créées par un pays. Soit, mais une fois de plus, la réalité et le contexte socio-économique occidental ne permettent pas d'adopter un raisonnement linéaire et invariable pour tous les pays, quelle que soit leur réalité, parce que ces réalités justement diffèrent. Pour calculer le PIB d'un pays, on prend globalement l'ensemble des valeurs ajoutées créées par les entreprises de ce pays-là. Mais pour faire un calcul sérieux de cette valeur ajoutée, encore faudrait-il avoir répertorié l'essentiel des entreprises en activité. Ce qui n'est manifestement pas possible en Afrique, puisque, une fois de plus, 60% de l'activité économique en Afrique subsaharienne se fait dans l'informel. Et donc ce fameux PIB qu'on nous présente comme étant l'agrégat par excellence pour mesurer la richesse d'un pays ne correspond pas à grand-chose pour ce qui concerne les pays africains, puisqu'il ne reflète pas la réalité.